Bonjour à tous. Nous sommes aujourd'hui le jeudi 13 août 2026 et notre cher ami, notre frère, Andrei Martianov, est avec nous. Bon retour parmi nous, Andrei. Tout le plaisir est pour moi. Andrei, permettez-moi de commencer par ce qui se passe entre l'Ukraine et la Russie. Nous savons que récemment, j'ai parlé avec Stanislav Krapivnik. Il a mentionné que les Ukrainiens utilisent des drones Palantir et je ne sais pas qu'ils sont surveillés ou commandés par l'intelligence artificielle de Palantir, tout en communiquant via Starlink. Quand on regarde la guerre en Ukraine, jusqu'à quel point les États-Unis, sous l'administration Trump, sont-ils impliqués en Ukraine? C'est profond, et encore une fois, ce n'est pas nouveau. D'abord, il n'y a pas de drone Palantir. Il y a Palantir, ce truc d'IA bidon, qui n'est rien de plus que ce qu'ils ont, bordel. Des modèles qui sont des algorithmes avancés, et c'est tout. Eh bien oui, les États-Unis ont fournissent et fourniront probablement encore pendant un petit moment de l'ISR, renseignement, surveillance et reconnaissance. Et ils sont aussi directement impliqués dans le C4, commandement, contrôle, informatique et communication, surtout les communications. Ils le font donc pour des raisons cyniques, typiques, pour acquérir, oh oui, une quelconque expérience. Évidemment, ils n'apprendront rien, il faut le comprendre. Et quoi qu'ils fassent, oui, ils font ça depuis le début. Le gymnase Minab, l'autre gymnase qu'ils attaquent, ça aussi, ça s'appelle volontaire. C'est la seule chose que le Pentagone soit capable de faire. Tuer des civils. Mener une vraie guerre? Non. Mais ils vont continuer à se cacher derrière les restes de la chair à canon en Ukraine, jusqu'à ce qu'ils pensent que certains d'entre eux, beaucoup d'entre eux, au Pentagone, parce qu'ils ont l'ego blessé et qu'ils comprennent à quel point ils sont inférieurs, essaieront de nuire aux Russes ou de les égratigner. Vous savez, en faisant n'importe quel type de dégâts, du moment que des Russes sont tués. Et c'est tout. Voilà qui ils sont. Et ils continueront à fournir ce soutien. Pour ce qui est de faire la guerre, non, ils en sont incapables. Que veulent-ils, Andrei? J'imagine qu'ils veulent gagner de l'argent sur ce qui se passe en Ukraine. Mais quand on voit la manière dont l'administration Trump se comporte, ou essaie en quelque sorte de dire « Nous ne faisons pas partie de la guerre », alors qu'elle est impliquée dans la guerre, qu'elle soutient ce qui se passe. Que veut-elle de l'Ukraine? Je parle en particulier de l'administration Trump. Eh bien, d'abord, il y a une convergence de plusieurs intérêts différents, y compris ces idées ou ces illusions, selon lesquelles, d'une manière ou d'une autre, ils auront accès à l'Ukraine, qui est entièrement sous le contrôle des Russes. Tout ce qui est essentiel pour les terres rares, vous savez, le coke, pas la cocaïne, le coke, le charbon utilisé en métallurgie, et ce genre de choses, le charbon et les minerais, la Russie les contrôle. Mais oui, ils pensent que s'ils rédigent, vous savez, ou signent une sorte de document idiot avec les nazis, ça lui donne le moindre pouvoir là-dessus. Non. Et pour le reste, comme je l'ai déjà dit, il existe une couche très importante au sein des milieux politiques, militaires et du renseignement aux États-Unis. Ce ne sont pas de bons professionnels. Ils sont nuls ils savent faire de la propagande. C'est pour ça qu'ils font encore référence à cette guerre du Golfe. Oh là là, vous savez. Ils le font par pure haine des Russes. Et plus ils tuent de Russes, plus ils y prennent plaisir. Voilà ce qu'ils sont. Ils n'ont ni intégrité, ni humanité, et ils ont simplement la rage. C'est aussi simple que ça. Il faut le comprendre. C'est l'un des facteurs les plus fondamentaux. C'est comme le fait que beaucoup de femmes et beaucoup de guerres, surtout les guerres anciennes, ont très souvent été déclenchées à cause des femmes et de leur désir de... Parfois, les gens disent « Oh, ça n'a pas d'importance. Oh, si, ça compte. » Ici, c'est pareil. La haine. L'Allemagne nazie, devinez quoi?
Toute l'idéologie, vous savez, reposait sur la supériorité raciale par rapport aux Sioux, aux Slaves. Je suis un sous-homme pour beaucoup de gens à la CIA, au Pentagone et à Washington. Vous pouvez le constater vous-même. Je suis slave, donc je dois être un sous-homme. Andrei, je suppose que la Russie poursuivrait la guerre jusqu'à cet hiver. Est-ce que ce serait différent de ce qu'on a vu ces 4 dernières années, à votre avis? Mais il y a un nouvel élément qui entre en ligne de compte, le blocus d'Odessa et de Nikolaïev, et la pression que l'armée russe essaye d'exercer sur ces villes. Comment voyez-vous les choses évoluer? Et avec ce blocus qui se prolonge jusqu'à l'hiver, quelle influence cela aura-t-il sur l'Ukraine? Eh bien, je veux dire, l'Ukraine est en train d'être tuée en tant qu'État. D'accord, soyons très directs. Et je sais que ça paraît horrible. Les Russes vont éliminer tout le potentiel de mobilisation des hommes ukrainiens. C'est aussi simple que ça. Les gens qui ne comprennent pas ce qu'est réellement la guerre, désolé, c'est leur problème maintenant. Soyons très directs. Vous savez, tous ces discours moralisateurs sur les vies humaines et tout ça, les États-Unis et l'Europe poussent les hommes ukrainiens à faire la guerre contre les Russes. Eux, parce qu'ils sont incompétents, n'ont ni intégrité, ni humanité, ni morale. L'Europe et les États-Unis se sont complètement avilis et il ne leur reste plus aucune morale. Ils feront tuer davantage d'hommes ukrainiens. Les Russes s'en chargeront volontiers. Les Russes ne se soucient pas des hommes ukrainiens, ni même de l'Ukraine. Ils veulent qu'elle disparaisse. Et c'est ce qu'ils font. Ils l'étranglent. Si vous regardez ne serait-ce que les magasins de Kiev, une grande partie de la nourriture, pas toute, mais une grande partie, a disparu. Ils ne peuvent rien produire. Ils ne peuvent rien expédier. D'accord, ils l'ont voulu. L'Occident collectif l'a voulu. Ils ont soutenu les nazis parce que l'Occident collectif est nazi. Enfin, en plus, ces élites pathétiques doivent conserver leur emprise sur le pouvoir. Donc ils continueront à opprimer l'Ukraine. Mais vous êtes ingénieur. Vous avez étudié, vous savez, l'analyse mathématique, où l'on a en réalité une décroissance exponentielle, pas une croissance, parce que le coefficient est négatif. Et vous pouvez voir vous-même ce qui se passe. Ils parlent de mobiliser toutes les femmes qui n'ont pas d'enfants et de les envoyer au front. Oui, ils peuvent le faire. Les Russes vont tous les tuer. Et donc, il n'y a plus aucun sentiment. Vous savez, il n'y a plus cette idée de peuple frère. Non, les Ukrainiens ne sont pas un peuple frère. Il y a là-bas des gens normaux qui méritent d'être sauvés. Et c'est ce qui se passe. Mais ce sont des criminels de guerre. Ils ont vendu leur âme à essentiellement, à des criminels de guerre en Occident. Et là, ils concluent leur opération militaire spéciale de la manière la plus dramatique. Et cela va affecter, non, ça a déjà affecté, mais cela va affecter encore davantage l'Europe, parce que l'Europe est l'ennemi existentiel du peuple russe. Et aujourd'hui, enfin, hier, Vladimir Poutine a donné l'ordre au commandant de la flotte russe du Pacifique de réagir de la même manière si un autre pétrolier ou navire russe est arrêté par des Européens. Les Russes feront la même chose. Et quand on voit la densité des voies maritimes dans cette zone, on comprend à quel point ils ont peur. Et c'est ce qui est en train de se passer. L'OTAN doit disparaître. Elle doit être détruite. Et les Russes font ce qu'ils font. Et ce sont les meilleurs au monde et dans l'histoire pour le faire. Donc rien ne peut les en empêcher. Andrei, nous avons des informations publiées par le Guardian selon lesquelles le porte-avions américain Abraham Lincoln connaît d'énormes difficultés. Des marins voudraient se suicider. Il y aurait aussi une sorte de rixe à l'intérieur du porte-avions et 7 personnes auraient été blessées ou tuées. C'est en tout cas ce qui a été rapporté. Et ce porte-avions est déployé depuis plus de 9 mois. C'est énorme
pour un porte-avions avec 5000 personnes dans cet État. Qu'en pensez-vous? Et à l'instant même, enfin il y a quelques heures, nous avons appris que les États-Unis vont envoyer le George Washington en Asie occidentale pour remplacer l'Abraham Lincoln. Que pensez-vous de la manière dont Donald Trump gère ou continue cette guerre? Il ne gère rien. Il est stupide. Il est stupide, il faut bien le dire. Quand il a lancé tout ça, enfin, il était motivé par tout, sauf par des considérations d'homme d'État ou des considérations militaires, essentiellement. Ce qu'ils font subir aujourd'hui est un crime contre leur propre personnel. Ces gars me brisent le cœur. Même si je critique les politiques américaines et les crimes de guerre américains, il faut comprendre une chose. Ces jeunes sont vraiment allés là-bas, quelle qu'en soit la raison, pour des raisons financières ou parce qu'ils n'avaient pas d'autre option. Ils ont prêté serment de défendre la Constitution et les États-Unis. Ils n'ont rien défendu là-bas. Et ils sont devenus les otages de cet irresponsable à la Maison-Blanche, vous savez, de ce crétin, comment s'appelle-t-il, et de tous ces gens qui ne comprennent pas ce qu'ils font. En réalité, ils poussent des gens au désespoir le plus total. Parce que c'est pas comme ça qu'on mène une guerre. Parce que je suis vraiment horrifié par ce qu'ils font subir au personnel. Et oui, l'un des gamins, pas sur le Lincoln, mais sur l'un des LHD, je crois que c'était le Boxer ou le Tripoli, peu importe, sa famille, sa mère, il a perdu plus de 13 kilos. Vous savez quoi? C'est pas seulement de la mauvaise nourriture ou pas assez de nourriture, c'est de la famine. Qui devra répondre de ce qu'ils font à ces gens-là? D'abord, c'est une force complètement démoralisée dès le départ. C'est un navire brisé, comme Scott Ritter aime à le souligner, un navire brisé. Ils ne sont plus capables d'accomplir correctement leur mission parce que les gens sont dans une telle détresse. Et bien sûr, oui, pas de douche, enfin, toutes sortes de choses de cette nature. Il n'y a pas de savon, rien. Je veux dire, vous avez vu ce qu'ils mangent? C'est comme si les sans-abri aux États-Unis mangeaient mieux qu'eux. Et donc, c'est une situation horrifiante. Et c'est un crime contre leur propre personnel. Qui est responsable de ça? Qui va devoir en répondre? Quand ils envoient ces gamins là-bas sous le prétexte de quelques conneries, vous savez, du genre « Oh oui, on les défend ». Non, vous ne défendez pas les États-Unis. En réalité, vous agissez pour Israël et pour d'autres choix idéologiques de gens, d'ignorants de chez Raytheon ou Boeing. C'est donc une corruption totale, une démoralisation des forces américaines. Ils mettent leurs gars sous les missiles iraniens parce qu'il y a là-bas une bande de crétins qui ont dit « Oh oui, le patriote ». Vous vous souvenez? Ils croient à ces contes de fées racontés par ces nazis en Ukraine. Oh oui, le patriote abat toutes ces armes hypersoniques. Alors, est-ce qu'ils ont appris quelque chose? Ils ont perdu 13 bases dans le Golfe Persique. Qui est mort? Des gamins américains, vous savez, des GI, ces types-là. Ce ne sont pas forcément de mauvaises personnes. Très probablement, ce sont de très bonnes personnes. Ils croient à ces conneries qu'on leur a vendues. Ah oui, vous allez aller défendre la Constitution. Non, ils voulaient aller défendre le pédophile, vous savez, Epstein, et défendre Israël. Et voilà le résultat. Donc maintenant, ils ne peuvent mener aucune vraie guerre. Les États-Unis n'ont pas de ressources. Ils n'ont même pas, en fait, les bases. Et ils ne peuvent soutenir aucune véritable opération. Alors, qu'est-ce qu'ils vont faire? Je vais le dire comme ça. N'importe quel sous-marin nucléaire, même pendant la guerre froide, pouvait emporter là-bas des provisions pour plus de 90 ou 100 jours. Il pouvait emporter, disons, presque 1 an de provisions si nécessaire. Évidemment, le problème ici, ce sont les sous-marins polyvalents et les sous-marins d'attaque. Et la marine soviétique. Ils partaient en patrouille de combat. Enfin, c'était des conneries, mais on appelait ça une patrouille de combat. En gros, pas plus de 60 jours. Pas plus de 60 jours.
Après ça, soit on relève l'équipage, soit on rentre simplement à la base. Ça, c'est pour les sous-marins à missiles stratégiques. Les sous-marins polyvalents pouvaient aller jusqu'à 90 jours. Après ça, vous perdez pratiquement votre capacité opérationnelle, et tout le monde le savait. Bien sûr, les sous-mariniers subissent aussi d'autres choses horribles, comme l'isolement total. Vous ne faites pas simplement surface, littéralement, vous savez, et tout ça. Même si les Russes avaient leur fumoir, ils pouvaient autoriser les gens à fumer à l'intérieur du sous-marin. Donc voilà. Et maintenant, vous avez des gars qui sont là depuis 9 mois, sans avoir vu la Terre. Ils sont complètement dingues. Vous plaisantez ou quoi? Vous savez. Alors qu'est-ce qu'ils attendent d'eux? Comment voulez-vous qu'ils remplissent ces fonctions? Et donc, encore une fois, vous pourriez probablement assurer leur routine si vous étiez bien nourri, bien approvisionné, soutenu, si vous aviez de bonnes douches, des laveries, du savon, de la bonne nourriture, des distractions. Vous savez, rien de tout ça n'existe là-bas. C'est manifestement une prison flottante. C'est ce que c'est devenu. Et encore une fois, qui va en être tenu responsable? Oh, certainement pas Trump, certainement pas Hegseth, qui ment comme il respire. Alors, ce que sont devenues les forces armées des États-Unis, c'est une blague, c'est obsolète. Mais bon, qu'est-ce que j'en sais? On dirait, Andrei, qu'ils veulent poursuivre la guerre comme une guerre d'usure, pas seulement sur le plan militaire, mais aussi économique. Ils l'ont dit, l'ambassadeur américain en Israël l'a dit, ils veulent mettre l'Iran en faillite. Nous avons aussi appris, par Scott Bessent, qu'ils veulent rendre le détroit d'Ormuz sans importance. Cela signifie qu'ils vont utiliser Scott Bessent ne comprendrait rien du tout au fonctionnement de ce point d'étranglement. Il ne saurait probablement même pas comment gérer des points d'étranglement. Mais c'est l'un des points d'étranglement critiques à l'échelle mondiale. Oui, ils peuvent dire ce qu'ils veulent. Mike Huckabee est un vendu. C'est pour l'essentiel un tas de merde toxique. En réalité, c'est l'ambassadeur d'Israël aux États-Unis. C'est ça qu'il est. C'est un hérétique sioniste, chrétien, fanatique, sans aucun principe ou quoi que ce soit d'approchant. Israël, oui bien sûr, essaye de mettre l'Iran en faillite depuis 46 ans, non? Donc pas de cigare. Mais maintenant, les choses changent parce que, par exemple, les Russes n'en ont plus rien à foutre de ces sanctions. Et ils développent et construisent maintenant de grands porte-conteneurs pour la mer Caspienne. La Russie n'en a vraiment rien à foutre des sanctions contre l'Iran. L'Iran est donc aujourd'hui dans une bien meilleure position qu'avant, quand il devait subir des sanctions à l'échelle mondiale. Alors soudainement, d'accord, bien sûr, le problème, c'est que vous ne pouvez pas expliquer à Bessent, qui, bon, entre nous, n'est pas très brillant, que ce sont les États-Unis qui sont en faillite et qu'ils ne peuvent pas continuer comme ça. Ni Bessent, ni Huckabee, qui a un diplôme de théologie, c'est-à-dire qu'il étudie, vous savez, la Bible Scofield, qui n'est pas la Bible, mais une sorte d'abomination. Donc ils ne comprendront absolument rien à ce qu'est une véritable capacité à durer. Le véritable soutien logistique. Comment il faut soutenir un combat selon le niveau de combat et les modèles d'attrition, y compris le modèle d'attrition économique. Et puis soudainement, comme je l'ai déjà dit, l'Iran n'est plus isolé. Il bénéficie du soutien d'un très grand nombre de personnes et de pays très puissants. Alors ce type, Bessent, la seule chose qu'ils connaissent, et encore une fois, la seule chose que cette bande d'andouilles qui s'agite dans l'administration Trump connaît, c'est quoi? Les droits de douane. C'est tout. Vous ne pouvez pas acheter ça, sinon on vous imposera des droits de douane. Bien sûr, essayez donc. Ils peuvent le faire, ça n'a aucune importance. Il y a une bande d'imbéciles des Émirats arabes unis qui essayent de construire leur nouveau canal vers Oman.
On ne peut pas expliquer aux gens ce que c'est, technologiquement. Mais l'Iran est désormais le grand patron dans le Golfe. Et donc les États-Unis ne comptent pas ici. Ils ne peuvent rien poursuivre. Ils peuvent faire tourner les effectifs. Le Lincoln, le Washington arriveront, et qui sait combien de temps ils resteront en place. Mais qu'est-ce que ça décide? Rien. Comme je l'ai déjà dit, ils sont partout à portée des missiles iraniens. Partout. Y compris en Israël, bien sûr. Vous savez. Et une fois que ça recommence à voler, ils n'ont rien pour se défendre. Personne ne croit à ces conneries, selon lesquelles le Patriot serait une arme efficace, sans même parler du THAAD. Je veux dire, c'est totalement corrompu. C'est pourri jusqu'à la moelle. Et puis, soudain, ils se retrouvent face à ça. Vous savez, toute la situation en Ukraine et en Iran. Certaines personnes disent ce que je disais depuis le début. Maintenant, elles disent « Bonjour, moi je le disais depuis des années », qu'en gros, l'Iran est le prochain théâtre d'opération. Et qu'en gros, toute cette guerre mondiale entre l'Eurasie, oh mon Dieu, on entre en plein Orwell. Nous sommes tous en guerre contre l'Eurasie. Donc l'Eurasie riposte et met une raclée à l'Occident, qui n'est rien d'autre que corrompu, pourri, pervers, et qui ment sans arrêt. Et bon, qu'est-ce que je peux dire? C'est comme ça. On ne peut même plus l'expliquer. On est déjà passé par là et on en a discuté 1 million de fois. J'ai été surpris de voir l'interview du conseiller du chef des gardiens de la Révolution. Il a accordé une interview aux médias grand public aux États-Unis. Je me suis dit, qu'est-ce qui se passe là? Voici ce qu'il a dit, Andrei, à propos de la guerre. Est-il inévitable que l'Iran ait gagné? Non. Nous n'avons pas encore atteint notre objectif final. C'est clair. Jusqu'à présent, nous sommes victorieux. À l'avenir, nous continuerons de l'être. Plus cette guerre dure, plus nous acquérons de l'expérience. Nous n'avions jamais connu une véritable guerre qui nous permette d'acquérir une véritable expérience, d'apprendre à combattre l'Amérique. Au cours de ces 5 mois, nous avons appris comment faire. Nous avons aussi constaté que l'armée américaine est plus faible que ce que nous pensions. L'objectif de l'Iran est-il de faire traîner cette guerre? Peut-être d'attendre que M. Trump quitte ses fonctions. Écoutez, nous devons parvenir à une capacité de dissuasion pour que l'ennemi n'ose jamais nous attaquer et que nous puissions vivre en sécurité. Une façon d'y parvenir est de prolonger cette guerre jusqu'au prochain mandat présidentiel et d'infliger une usure, afin que quiconque voudrait attaquer l'Iran sache qu'il y a un prix à payer. Eh bien, oui, il a tout à fait raison. Et là encore, c'est l'une des stratégies, si vous voulez, vous savez, la stratégie d'attrition. Mais là encore, il a tout à fait raison. C'est ce que les États-Unis, tant qu'ils ont pu cacher la catastrophe en Ukraine, une fois qu'ils ne le peuvent plus, comme je l'ai déjà dit, ils ne peuvent pas mener cette guerre. C'est une force faible. Mon 5e livre est en train de s'écrire, là, au moment où nous parlons. Il est déjà obsolète. Donc il a tout à fait raison quand il dit que c'est plus faible. Ce n'est pas une force puissante. Et là encore, ils ne peuvent pas la soutenir. Les États-Unis ne peuvent pas la soutenir, parce qu'on ne peut pas combattre comme le prescrivent les forces armées américaines et comme elles l'ont érigé en mythe. Et cet art de faire la guerre. Oui, l'Irak, vous savez, toutes sortes d'imbéciles. Une armée à moitié illettrée, qui ne pouvait même pas utiliser correctement les armes qu'elle avait, vous savez. Donc là, vous avez une situation complètement différente. Les Iraniens sont intelligents, ils sont instruits, et ce sont de grands stratèges. Et puis encore une fois, ils ne sont plus isolés. C'est ça le truc. Ils ont toutes ces formidables choses qui, d'une manière ou d'une autre, jouent en leur faveur. La Russie, la Chine, enfin non, on ne fait rien. On les observe, c'est tout, bien sûr. Voilà. Et c'est ça
C'est en fait le niveau de ces... Il parle de PBS, il parle de choses. Vous voulez attendre la fin de Trump. Ça n'a aucune importance. C'est ce qu'ils ne comprennent pas. Ils pensent qu'un démocrate va arriver et changer quelque chose. Non. Ils sont tous à vendre. Tout le système politique des États-Unis est une imposture. Il a complètement cessé d'exister. Il n'y a pratiquement aucune différence entre les partis, sauf que certains veulent mutiler complètement toute une génération et la transformer en monstre transgenre. Les autres vous vendront à Israël. Alors, oui, choisissez entre les deux, vous voyez. Et dans ce cas, le commandant dit la bonne chose? Oui. Non, c'est une question d'attrition. Et nous obtiendrons la dissuasion parce que nous leur ensanglanterons le nez, bordel. Et c'est ce qu'ils ont fait. Et ce que beaucoup de gens ne comprennent pas, c'est que c'est une tragédie pour les gamins sur leur Lincoln. Le Lincoln n'est qu'un des indicateurs de ce qui s'est passé. C'est une défaite catastrophique. Ils ne peuvent vraiment rien faire. La seule chose que les États-Unis peuvent faire, et qu'ils ont toujours pu faire, c'est bombarder des cibles sans défense. C'est à peu près tout. Mais quand on regarde Anthony maintenant, encore une fois, à quel point Trump a réussi? Et combien de bases? 13. D'autres disent 16. C'est fini. Et ils veulent lancer leur invasion terrestre. D'abord, les États-Unis ne peuvent pas la soutenir. Et ils ne savent pas vraiment comment faire. Et maintenant, tout le concept, toute la stratégie, tout l'art opératif, enfin ce qui tient lieu d'art opératif, repose sur l'idée suivante. Ah oui, on se regroupe dans nos zones de rassemblement sous la couverture de notre aviation. Et puis, oui, on se déploie, on entre, en gros, avec ces brigades de combat, on forme ces colonnes, vous voyez, peu importe, des colonnes de bataillons, et on les écrase. Non, vous ne pouvez pas. En fait, vous aurez déjà perdu la moitié de vos équipements et de vos effectifs dans les zones de rassemblement. Et vous ne pouvez pas faire ça quand vous êtes dispersé de manière uniforme, en effectifs réduits, partout. Parce que dans ce cas, vous perdez le principe le plus fondamental, la concentration. Alors, comment défendez-vous ça? Oh, vous n'avez rien pour les défendre. Si vous pensez pouvoir le faire avec des CRM ou des patriotes, j'ai un pont à vous vendre. C'est une force absolument sans défense. Ils ne comprennent pas que la protection des forces, ce n'est pas ce que vous écrivez sur le papier. C'est la manière dont vous la fournissez réellement, avec la table d'organisation et d'équipement adaptés. Et quand vous affrontez des ennemis aussi massifs que l'Irak, qui est la 3e, voire la 4e armée arabe en partant du bas, je veux dire, il y a des gens courageux et compétents parmi les Arabes, ne vous y trompez pas. Mais ils ne peuvent pas mener une véritable guerre interarmes. Ils n'en ont jamais été capables. Alors voilà. En gros, vous vous êtes grisé avec votre propre marchandise. Puis vous commencez à parcourir tous ces documents, ces manuels critiques, vous savez, ce genre de choses. Et là, vous vous dites, ah vraiment, ah oui, de merveilleuses platitudes. Oui, bien sûr. Montrez-moi les fonds. Montrez-moi une défense aérienne efficace à au moins 90%, qui vous permettent, en gros, de protéger vos forces, lesquelles pourraient être décimées. Montrez-moi ça. Est-ce qu'ils l'ont? Non. Est-ce que vous avez quoi que ce soit d'adéquat en matière de, comment dire, de SEAD? Ou alors, à quand remonte la dernière fois que les États-Unis ont réellement supprimé les défenses aériennes ennemies? Si quelqu'un me dit que la défense aérienne irakienne était une défense aérienne, ce qu'elle n'était pas, désolé, ils n'avaient même pas d'armée de l'air. Alors plus vous avancez, plus c'est, ah oui, la puissante défense aérienne de l'Afghanistan. Les gens recevaient leurs étoiles, ils recevaient leurs médailles de bronze et ce genre de choses, essentiellement pour avoir bombardé à tout va quelque chose qui était totalement sans défense, et pour avoir lancé leurs armes à distance, qu'ils ont d'ailleurs épuisées immédiatement. Donc voilà le constat. Est-ce qu'ils peuvent le faire? Non.
Et quand on commence à passer la liste en revue, ça ne correspond à aucune force moderne. Ils ont un excellent C4ISR, comme les États-Unis l'ont toujours eu. Excellent, jusqu'à un certain point sur le papier, en termes de technologie. Mais qu'est-ce que je peux dire? Et puis, encore une fois, on ne sait pas ce qui se passe avec l'Iran, ce que fait la Russie, ce que fait la Chine. Il y a des avions qui arrivent, qui font quelque chose, peu importe. Vous voyez. Alors qui sait? Je ne suis pas dans la confidence. Je peux spéculer, mais je ne veux pas le faire. Je ne serais pas surpris, Andrei, si Donald Trump essayait d'envahir l'île de Karg, par exemple, parce que c'est tellement grave. Les gens qui entourent Donald Trump, qui ont accès à Donald Trump, ils envisagent sincèrement d'envahir certaines de ces îles. Ouais, ils sont incompétents. Ils se battent uniquement pour les relations publiques. Ce serait pire que Khesan. Et Khesan, c'était terrible. Et là encore, les marines américains et une partie de l'armée étaient sur place. Ils se sont battus de façon remarquable, avec ténacité, avec courage, vous voyez. Et évidemment, le commandant de la base a été tué sous les bombardements. Mais c'était des tirs nord-vietnamiens, bien sûr, principalement des obus de 122 mm, vous voyez. Et c'est à peu près tout. C'était intense. Et évidemment, au final, là, c'est carrément différent. L'une des raisons, c'est que l'Iran dispose d'armes à distance de sécurité. Les Vietnamiens n'avaient pas de missiles balistiques opérationnels tactiques, ni de missiles balistiques opérationnels de portée intermédiaire, et ils ne pouvaient certainement pas les utiliser. C'est une chose d'être touché. Bon, si vous êtes touché, même par une balle, vous êtes mort, d'accord, dans la plupart des cas. Mais c'est une chose d'avoir un obus de 122 mm qui explose. C'en est une toute autre d'avoir une demi-tonne d'explosifs qui fait sauter, vous savez, un trou dans, en gros, l'île de Karg. Qu'est-ce que l'île de Karg? Bon sang. C'est une île relativement petite, qui peut facilement être couverte par une salve combinée de leurs lance-roquettes multiples, comme les Fajr. L'Iran en a environ 120. Vous imaginez? Et ils ont une portée de 120 km. Donc ce n'est pas facile de les trouver lorsqu'ils se mettent en position pour tirer cette salve depuis ces forêts de montagne. Et les Iraniens sont très doués pour ça. Ils peuvent tout à fait les disperser, les répartir de manière à ce qu'ils se couvrent mutuellement, vous voyez, et aller donc les trouver. Ils seront aussi protégés par la défense aérienne. Or, évidemment, l'US Air Force ne veut pas s'enfoncer trop profondément à l'intérieur de l'Iran. Alors, une fois que ça commence à voler, qu'est-ce que vous allez faire? Eh bien, il faut se retrancher. Mais une fois retranché, sous ce barrage constant, vous n'allez rien gagner, à part en relations publiques, pour les images. Parce que c'est comme ça que fonctionne la classe politique américaine. Ils ne savent rien de la guerre. Le Pentagone non plus, encore une fois. Pas un seul, enfin, maintenant ils le savent. Pas un seul militaire américain ne sait ce que cela signifie d'être sous un feu constant. Nous avons vu ce qui se passe. Ils le dissimulent. Nous le savons. Ils ont vu ce qui se passe quand les missiles balistiques et les drones iraniens commencent à voler. Et nous avons vu ces gens-là, et nous ne savons pas combien d'entre eux ont été tués. Enfin, nous savons qu'ils cachent leurs pertes, parce que c'est ce qu'ils font. Ce sont des lâches et des menteurs. Mais quand vous commencez à subir ça pendant 24 heures d'affilée, ce n'est pas bon. Après ça, vous n'êtes plus vraiment opérationnel, vous voyez. Et c'est pour ça que, par exemple, quand on leur montre cela en Ukraine, ils ne veulent pas rester là sous ça. 3 millions anéantis. Eh bien, devinez quoi? C'est ce qui se passe. Mais encore une fois, Trump et son administration n'ont aucun frein. Ils sont absolument paniqués.
Et lui s'est en quelque sorte pris dans ce piège. Il doit soit comme les loups se ronger la patte, vous savez, ils la mordent pour sortir du piège et s'enfuir. Mais encore une fois, il est contrôlé par Israël. C'est le chaos. C'est une catastrophe. Et ils vont essayer de le dissimuler aussi longtemps que... Mais le Vietnam, ce n'est rien comparé à ce qui se passe en ce moment, en Ukraine comme... Et ce n'est pas seulement les États-Unis, c'est aussi, mais principalement, les États-Unis, surtout quand il s'agit de l'Iran. Et ils sont vaincus. Andrei, il y a beaucoup de signes négatifs pour l'administration Trump. D'abord, je pense que le premier et le plus important, c'est le détroit d'Ormuz, ce qui s'y passait avant et ce qui s'y passe en ce moment. Le deuxième, c'est Bab el-Mandeb. Il est fermé, ce qui aggrave d'une certaine manière la situation dans le détroit d'Ormuz et sur le marché mondial de l'énergie. Et le troisième, c'est ce qui se passe sur le plan militaire. Dans l'aspect militaire de la guerre, on voit les missiles offensifs et défensifs. De nombreux articles paraissent sur les pénuries. L'autre point, c'est qu'au début de la guerre, on a vu le Gerald Ford et cette catastrophe autour du Gerald Ford, puis son retour. Et maintenant, l'Abraham Lincoln. Mais, selon vous, y a-t-il le moindre signe que Donald Trump et son administration puissent tirer des leçons de ces erreurs qu'ils ont commises jusqu'à présent? Ou bien vont-ils continuer à s'enfoncer jusqu'à ce que le soleil disparaisse et qu'il fasse complètement noir au-dessus d'eux? Ils sont incapables d'en tirer des leçons. C'est ce que l'on découvre, aussi choquant que cela puisse être. Je l'ai déjà fait je l'ai fait en 2010. Mon premier livre portait là-dessus. Et d'après ce que j'ai observé, je suis tellement heureux d'être de l'autre côté de l'océan, loin de Washington, D.C. Je ne veux même pas y mettre les pieds, vous savez, ni m'y rendre, quelles que soient les circonstances. Ils sont absolument incapables d'apprendre, parce que le système, c'est le mécanisme d'horlogerie, et en quelque sorte l'ADN même du système. Parce qu'ils se mentent à eux-mêmes depuis l'après-Seconde Guerre mondiale. Ils ont écrit l'histoire, et c'est ainsi qu'elle est enseignée dans leurs écoles de guerre et ce genre d'institutions. Et les gens intègres, d'un très haut niveau professionnel, ne sont pas autorisés à progresser. Vous avez les lèche-bottes, les faillots. Vous avez des gens qui sont politiques par nature. Regardez le président des chefs d'état-major interarmés, le général Kane. Ah oui, l'Air Force. Qu'est-ce qu'il connaît à la vraie guerre? Quelle est l'expérience de l'Air Force américaine? Eh bien, ça ne s'est pas bien passé au Vietnam, évidemment. C'est toute une autre histoire. Mais à part ça, ils ont bombardé des gens sans défense. Et puis, ils ont rencontré quelqu'un capable de se défendre. Et lui, qu'est-ce qu'il connaît à ça? Oui, même s'il est passé par les, écoles de guerre, ce dont je doute même. Je peux me tromper en fait. Il a peut-être fait le Command and General Staff College à Leavenworth, au Kansas. Ce n'est pas que ça va beaucoup lui servir. Mais de quoi parle-t-il? Ils pensent qu'ils sont invisibles? Non. Et encore une fois, l'empereur est nu, vous savez. L'empereur est nu. C'est ça la réalité. Ils ont tout un tas d'équipements. Ils ont de l'électronique, ce qui est bien. Ils ont sans aucun doute des constellations de pointe. Mais soudain, les autres aussi en ont, vous savez. Et l'armée de l'air, elle bombarde des gens sans défense. Savent-ils opérer dans un environnement où même des S-300 commencent à être utilisés par des équipages entraînés et où il y a une certaine couverture aérienne? N'ont absolument aucune expérience en la matière. Alors, que puis-je dire? Encore une fois, je pourrais spéculer, mais je ne veux pas le faire, sur ce que l'Iran possède et sur la manière dont il aborde tout cela. Mais toute force qui envahirait l'Iran aurait beaucoup de surprises à affronter. Enfin voilà.
Du côté des Iraniens, rien n'indique qu'ils reculent. D'une certaine manière, ils élargissent leur discours. Ils parlent de la Palestine, du Liban, de l'Irak, du Yémen, tous à la fois, ce qui n'était pas le cas auparavant. Non, oui, ils sont à l'offensive. L'Iran est essentiellement à l'offensive stratégique. Et cela inclut, bien sûr, ils gardent en fait le canon froid de leur arme sur la tempe des Israéliens. Israël est très fort pour le génocide et les grandes déclarations pompeuses. La réalité, c'est qu'ils tremblent dans leurs bottes là-bas. Et le pays lui-même est au bord de quelque chose. Je ne sais pas. Franchement, je m'en fiche. Mais oui, ils ont cette bande de sénateurs traîtres et d'ambassadeurs, enfin peu importe, qui lécheraient les bottes d'Israël et feraient n'importe quoi pour eux. Le problème, c'est que l'une des choses qu'Israël vient probablement d'apprendre à son grand choc, c'est que les États-Unis ne sont absolument pas ce qu'ils prétendent être sur le plan militaire. Ça ne l'a jamais vraiment été. Et donc, l'Iran, ce sont des gens intelligents, des stratèges. Comme ils l'ont dit à juste titre, qu'est-ce qu'ils ont dit? Je crois que leur armée est 10 fois plus ancienne que les États-Unis en tant que pays. Ce qui est vrai d'ailleurs. Donc l'Empire perse, tout ça. Ils ont une tradition, d'accord? Ils n'ont pas toujours eu du succès, mais ils ont certainement une histoire riche. Et donc, ce qu'on a, absolument, le Liban est essentiel. Trump essaie d'obtenir, vous savez, des accords sur Gaza et le Liban pour Israël. Israël n'en a absolument rien à faire de ce que dit Trump, parce qu'en réalité, il le manipule. C'est littéralement une marionnette. Il n'a aucun pouvoir, rien du tout. Enfin, c'est incroyable. La seule chose qu'il fait, c'est qu'il a ce compte Truth Social et une bande de flagorneurs autour de lui. Ce type est pathétique. Sans parler du fait qu'il souffre manifestement de problèmes mentaux, quels qu'ils soient, et qu'il doit être écarté du pouvoir. J.D. Vance, est-ce qu'il pourra assumer des fonctions? Je ne sais pas, peut-être. Mais le fond du problème, c'est que tout ça est un désastre. Un désastre qui a commencé, enfin sérieusement, avec Biden, d'accord? Mais encore une fois, ces idiots pensaient pouvoir renverser le régime de Poutine. Ce sont des amateurs, d'accord? Disons les choses comme ça. Ils n'ont aucun spécialiste. Les États-Unis n'ont aucun spécialiste de la Russie ou de l'Iran. Ils n'ont qu'une bande de pourriture de l'opposition, comme cette famille Pahlavi, qui se réjouissait, vous savez, que l'Iran soit bombardé et qu'on tue des Iraniens. Enfin, il faut être complètement, vous savez, et ils n'ont personne. Aucune expertise, rien. Tout ça, c'est de la frime, tous ces faux titres. Regardez le Council on Foreign Relations, abruti après abruti. Regardez l'armée américaine, vous savez. Et qu'est-ce qu'on a? Oui, on a l'Abraham Lincoln, une catastrophe à Tripoli, et le Boxer. Ils ne sont même pas capables d'y maintenir des opérations navales. Je ne sais pas ce qui se passe là-bas. Les quelques bribes d'informations qu'on reçoit, c'est une catastrophe. C'est une catastrophe. Andrei, que pensez-vous du nouveau pacte militaire entre le Pakistan, l'Arabie saoudite et la Turquie? C'est une première. Beaucoup diront qu'il est dirigé contre l'Iran ou le Yémen, d'autres contre Israël. Mais au fond, à mon avis, cela dit quelque chose des États-Unis. Avant le début de cette guerre, ces pays, le gouvernement saoudien et tous les pays du Conseil de coopération du Golfe, pensaient qu'ayant des bases américaines sur leur sol, ils n'avaient besoin de l'aide de personne. Et aujourd'hui, à mon avis, ils en sont quelque part à supplier le Pakistan ou la Turquie de venir les aider, d'une manière ou d'une autre. Eh bien, comme je l'ai déjà dit, la mythologie militaire américaine a disparu. Tout le monde a vu ce qu'il en est. Et les Arabes, surtout les Saoudiens, sont militairement incompétents. Ils adorent leur ménagerie de jouets coûteux. Ils ne seraient pas capables de sortir d'un sac en papier mouillé, d'accord? Et ça, ce sont les Arabes, d'accord? C'est comme ça qu'ils pensent, vous savez.
Et évidemment, ils se trompent. Ils ont toujours peur de ce qui va arriver à leur mode de vie riche, à tous ces princes et compagnie. Donc non, ça ne va pas les aider. Mais vous allez probablement obtenir une meilleure protection, au sens diplomatique d'abord. Personne, de toute évidence, n'a vraiment vu ce que ce mémorandum ou je ne sais quel truc ils ont signé implique réellement. Il n'y en a aucun texte. Donc, quoi que ce soit, enfin oui, c'est vous savez, l'homme qui se noie s'accroche à la dernière paille. Alors c'est quoi la dernière paille? Ah, d'accord, la Turquie et le Pakistan. D'accord, très bien, parce qu'ils ont peur de l'Iran, parce que l'Iran est désormais le grand patron. Même si certains disent que ce n'est pas forcément dirigé contre l'Iran. Ils ont peut-être raison, je ne sais pas. Je ne suis pas spécialiste de cette région et je ne prétends pas l'être. Mais oui, quand on parle des armées arabes, des forces militaires arabes et tout ça, c'est un groupe inutile de jouets très chers, avec des gens qui ne savent pas s'en servir. Enfin, juste... Je ne sais s'ils sont autorisés à utiliser ces armes qu'ils ont achetées. Je ne sais pas. Je veux dire, c'est leur problème. C'est le problème de l'Amérique. L'Amérique a été complètement dégradée, humiliée. Et sa technologie militaire est de la camelote, honnêtement. À part les systèmes solaires et à part la capacité américaine traditionnellement forte à construire, par exemple, des porte-avions. Même cette capacité, ils l'ont manifestement perdue quand on voit la catastrophe du porte-avions Gerald Ford. Et aussi, évidemment, le C-4ISR, l'électronique et tout ça. À une certaine époque, ils étaient la puissance de référence dans ce domaine. Mais ce n'est plus le cas. Vous savez, quand on regarde ça, oui, comme je l'ai déjà dit, le Patriot, c'est risible. Le THAAD, c'est encore plus risible. Les Russes ont commencé les premiers à détruire ces Patriotes et ces NASAMS en grand nombre, en 2023. Ensuite, il a fallu aux Iraniens quoi? Une semaine environ? 2 semaines? Pour détruire 3 THAAD sur 8, ainsi que le reste des Patriotes. Voilà. Vous avez donc tout ce qu'il faut savoir. Écoutez, je dois vous laisser maintenant. Merci André. C'est toujours un plaisir. D'accord, on se reparle plus tard. Salut.